Bonjour. Dans le cadre du cours de neurosciences, nous vous présentons cette capsule éducative qui porte sur la maladie de Huntington, en passant par les impacts fonctionnels, les atteintes neurologiques et le rôle de l'ergothérapeute. Ce projet a été réalisé par des étudiantes en ergothérapie et n'a aucune valeur médicale. Son objectif est uniquement de favoriser la compréhension de la maladie de Huntington. Toute utilisation de contenu visuel ou textuel respecte les droits d'auteur et est correctement référencée. La maladie de Huntington est une maladie neurologique qui entraîne des troubles physiques, cognitifs et psychiatriques. Cette maladie est rare et les symptômes se présentent généralement à l'âge adulte, entre 30 et 50 ans. La cause de la maladie est une expansion de la répétition d'un triplet CAG du gène qui code la Huntington, un gène qui est situé sur le chromosome 4. C'est une maladie héréditaire autosomique dominante. Il y a un risque de transmission à la descendance de 50%. La maladie affecte principalement le système nerveux central et le problème se situe au niveau des noyaux gris centraux. Plusieurs structures neurologiques sont impliquées et la plus grande atteinte neuronale est dans le striatum, soit le noyau codé et le putamen. Le striatum est le point d'entrée des noyaux gris centraux. Il contient deux types de neurones, soit celle de la voie directe qui facilite les mouvements et de la voie indirecte qui inhibe les mouvements inutiles. Dans la maladie de Huntington, il y a une dégénérescence des neurones épineux moyens qui sont impliqués dans le contrôle des mouvements par la voie indirecte. Le globus pallidus, le point de sortie des noyaux gris centraux, est aussi affecté. En temps normal, son rôle est de faciliter et d'inhiber les mouvements. Cependant, dans la maladie de Huntington, il y a un manque d'inhibition du globus pallidus externe. La dégénérescence neuronale est aussi présente dans le cortex cérébral qui est responsable des fonctions cognitives. La dégénérescence des neurones dans le striatum et dans le cortex cérébral affecte le fonctionnement des voies corticospinales. Ces voies contrôlent les mouvements volontaires. Pour illustrer, imaginons une cliente fictive, une mère de 45 ans au stade intermédiaire de la maladie. Elle vit à domicile avec son conjoint et ses deux enfants. Ses troubles moteurs, cognitifs et psychiatriques bouleversent ses occupations quotidiennes comme cuisiner, faire l'épicerie ou jouer à des jeux de société. Cuisiner est une occupation significative, surtout pour une mère de famille qui veut nourrir ses proches et partager des moments avec ses enfants. Mais dans la maladie de Huntington, les troubles moteurs viennent complètement perturber cette activité. Des mouvements involontaires apparaissent sans prévenir, des ustensiles tombent, des ingrédients se renversent, couper des aliments devient dangereux. Tout ça vient d'un déséquilibre dans les ganglions de la base, là où se contrôlent nos mouvements. Normalement, le cortex active le striatum qui contient deux types de neurones, les neurones D1 pour la voie directe et les neurones D2 pour la voie indirecte. La voie directe, ça va faciliter les mouvements voulus, tandis que la voie indirecte permet d'empêcher les mouvements inutiles. Les deux voies travaillent ensemble pour que les mouvements soient contrôlés et fluides. Mais dans cette maladie, ce sont les neurones de la voie indirecte qui sont touchés en premier. À cause de l'accumulation de la protéine Huntington, les neurones moyens épineux du striatum, qui sont les plus vulnérables, commencent à dégénérer. Quand ces neurones meurent, il n'y a plus le globus pallidus externe, le GPE. Normalement, le striatum envoie un signal inhibiteur au GPE, ce qui l'empêche d'être trop actif. Mais ici, comme cette inhibition disparaît, le GPE devient hyperactif. En conséquence, il va venir inhiber fortement le noyau sous-thalamique. Or, il est essentiel, car il active le globus pallidus interne, le GPI, et la substance nigra, qui inhibe le thalamus pour contrôler l'intensité des mouvements. Comme le noyau thalamique est trop inhibé, il n'active plus efficacement le GPI. Le GPI devient alors hypoactif, ce qui veut dire qu'il n'arrive plus à inhiber correctement le thalamus. Le thalamus se retrouve alors en état d'hyperactivation, il envoie trop de signaux excitateurs vers le cortex moteur, ce qui entraîne une libération excessive de commandes motrices vers la moelle épinière. C'est ce qui explique la présence de chorée et de dystonie, des contractions anormales qui dévient les mouvements. Faire l'épicerie est une occupation très difficile pour madame, car les troubles cognitifs viennent compliquer chaque étape. Madame a de la difficulté à s'organiser, à planifier ce dont elle a besoin, à suivre sa liste et même à rester concentrée dans un environnement bruyant. Ces difficultés viennent directement de l'évolution de la maladie. Au début, ce sont les neurones du striatum qui dégénèrent, mais avec le temps, la dégénérescence s'étend vers le cortex préfrontal, la région du cerveau essentielle pour les fonctions exécutives. Le cortex préfrontal joue un rôle central dans la planification, la prise de décision, l'inhibition de distraction et la capacité à maintenir une information en tête pendant l'action. Quand cette région est altérée, chaque étape de l'épicerie devient difficile. Sélectionner un produit, se rappeler pourquoi elle l'achète ou même s'orienter dans les allées. De plus,
Le striatum, qui forme avec le cortex préfrontal un circuit de traitement d'information, perd aussi sa capacité d'aider à filtrer des comportements. Habituellement, les circuits frontaux striés permettent de choisir une action et de l'ajuster. Mais lorsque le striatum dégénère, ces circuits deviennent instables. La personne peut rester bloquée dans une action, faire des choix impulsifs, ou au contraire hésiter longtemps devant un simple produit. Chaque soir, Madame avait l'habitude de jouer à des jeux de société avec ses enfants. Cette activité lui tenait profondément à cœur car elle lui permettait de garder un lien fort avec ses enfants. Cependant, depuis quelque temps, ceux-ci refusent de jouer avec elle. Ils la trouvent moins douce et moins patiente qu'avant. Elle apparaît irritée, impulsive ou même froide. Elle ne semble plus prendre plaisir à jouer et elle est constamment fatiguée. Elle peut réagir avec colère ou agressivité lorsque quelque chose la dérange ou ne se déroule pas comme prévu pendant l'activité ou même dans leur quotidien. D'ailleurs, ses proches constatent ces changements et remarquent chez elle plusieurs signes compatibles avec un état dépressif. Lorsque certaines régions du cerveau sont atteintes, notamment le cortex préfrontal, la personne peut perdre la capacité de reconnaître ou de gérer ses propres limites émotionnelles. Comme cette zone contrôle l'inhibition et la régulation des réactions, sa diminution de fonctionnement entraîne davantage d'impulsivité, d'irritabilité et parfois d'agressivité. Elle a aussi plus de difficultés à stabiliser son humeur, ce qui peut mener à une dépression marquée, à des changements de personnalité ou à une anxiété plus prononcée. Il faut d'abord savoir qu'il n'existe aucun traitement permettant de guérir complètement la maladie. Les symptômes sont généralement pris en charge avec des médicaments, par exemple pour réduire les mouvements involontaires ou traiter la dépression et l'anxiété. Une autre approche pour soulager les symptômes consiste à recourir à différents services de réadaptation, tels que l'ergothérapie, qui aide à maintenir l'autonomie et la qualité de vie. L'ergothérapie aide les clients à continuer de faire ce qui compte pour eux, prendre soin d'eux-mêmes, participer aux activités familiales ou sociales et garder du plaisir dans leur vie de tous les jours. L'ergothérapeute collabore avec la personne pour ajuster les activités et mettre en place des stratégies qui facilitent la vie quotidienne tout en assurant sa sécurité. Chaque personne atteinte de la maladie de Huntington est unique, car les symptômes et leur évolution varient selon les stades de la maladie. Il est donc essentiel pour l'ergothérapeute de bien connaître son client afin d'adapter sa démarche clinique. L'ergothérapeute ne travaille pas seul. Il fait partie d'une équipe multidisciplinaire avec d'autres professionnels de la santé et collabore avec les proches et la famille pour adapter ses interventions et soutenir le client dans son quotidien. Reprenons l'exemple de la mère de famille de 45 ans, atteinte de la maladie de Huntington au stade intermédiaire et qui vit à domicile avec son conjoint et ses 2 enfants. Premièrement, pour aider la cliente à préparer ses repas, une activité rendue difficile par ses troubles moteurs, l'ergothérapeute commence par évaluer son équilibre et sa coordination dans la cuisine. Elle peut ensuite adapter l'environnement en ajoutant une chaise stable à la hauteur des comptoirs pour permettre à la cliente de s'asseoir lorsqu'elle est fatiguée, et en installant des surfaces antidérapantes pour prévenir les chutes. L'ergothérapeute peut également proposer l'utilisation d'ustensiles ergonomiques et d'appareils électriques adaptés afin de rendre la préparation des repas plus facile et sécuritaire. Ensuite, pour aider la cliente à faire l'épicerie, une activité qui est affectée par ses troubles cognitifs, l'ergothérapeute commence par structurer la tâche. Par exemple, il peut créer avec elle une liste plus simple et, au besoin, planifier le trajet dans le magasin. L'ergothérapeute peut également enseigner des stratégies pour soutenir la mémoire, comme utiliser des notes, des rappels ou des codes de couleurs. Pour favoriser l'autonomie, il pratique ces étapes plusieurs fois avec la cliente afin qu'elle puisse mieux les maîtriser. Finalement, il peut aussi proposer des adaptations plus pratiques, comme commander l'épicerie en ligne ou faire livrer les courses à domicile, ce qui permet de réduire le risque d'oubli et diminuer la charge liée à la tâche. Enfin, pour aider la cliente à jouer à des jeux avec ses enfants, une activité qui est affectée par ses troubles psychiatriques, l'ergothérapeute commence par discuter avec la cliente et sa famille pour bien comprendre les difficultés, comme la baisse de motivation, l'irritabilité, l'anxiété et le retrait social. Ensuite, elle peut adapter les activités en simplifiant les règles, en réduisant la durée et en permettant des pauses pour éviter la fatigue émotionnelle. L'ergothérapeute travaille aussi avec la cliente pour identifier les moments où elle se sent plus motivée et instaurer un temps de jeu. Finalement, elle soutient la famille en expliquant les troubles psychiatriques, en donnant des stratégies pour encourager la participation sans créer de frustration et en favorisant des interactions positives. Cela permet de maintenir l'engagement social et familial tout en respectant les capacités et l'état émotionnel de la cliente. En conclusion,
La maladie de Huntington entraîne une dégénérescence du striatome qui dérègle le contrôle moteur, cognitif et émotionnel. Ces atteintes se voient directement dans les occupations. La Corée rend la cuisine dangereuse. Les difficultés d'attention compliquent l'épicerie et les changements d'humeur perturbent les moments en famille. Dans ce contexte, l'écothérapeute joue un rôle central. Il aide la personne en observant ses capacités, en ajustant l'environnement et en rendant les tâches plus faciles. Même si la maladie de Huntington est progressive et incurable, l'écothérapie permet de préserver les capacités résiduelles, de soutenir les occupations significatives et de maintenir une qualité de vie.